RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le directeur général de la Sodemo. Oui, Philippe Darasson, bonjour. Bonjour Jean-François. Nous allons revenir évidemment avec vous sur cet incendie spectaculaire samedi soir au Port-Moselle où 3 catamarans de la société Dream Yacht Charter ont pris feu. C'est un incident spectaculaire, heureusement assez rare. Un mot d'abord avec vous, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les causes de cet incendie ou pas encore ? À ma connaissance, pas du tout. Les expertises ont démarré, des tentatives d'expertise, je dirais plutôt, ont démarré hier, avec des plongeurs qui sont allés jeter un petit coup d'œil au bateau qui était coulé. Et bon, j'ai pas d'avis personnel sur la question, mais ça va paraître relativement difficile d'aller expertiser des bateaux qui sont au fond de l'eau, qui ont brûlé, qui ont été inondés par les pompiers et qui se trouvent dans un mètre de vase, quoi. Donc je dirais, espérons que quelque chose puisse être découvert, mais pour l'instant on n'a aucune piste à ma connaissance. Ce sont des bateaux d'une société professionnelle, ça veut dire que les conditions d'assurance, etc. sont plus draconiennes que pour un plaisancier classique ? Absolument. Oui, je crois que Sébastien Fellman, le directeur des ports, est intervenu là-dessus hier, et il est évident que Dream Yacht Charter appartient non seulement à une société privée, mais à un groupe international privé. C'est si ce n'est la plus grande société de charter au monde, et les conditions sont draconiennes. On le voit en termes de vérification des bateaux avant que des plaisanciers les louent. Tout le système de vérification, que ce soit électrique ou autre, tout ça est vraiment je dirais au top. Donc maintenant, est-ce que tout incident peut arriver ? Mais en tout cas, certainement, c'est les bateaux qui sont sous surveillance encore plus que les autres, quoi. Il faut rappeler, Philippe Darasson, que ce soit, évidemment, on se place dans le cas où ce soit pas un incendie volontaire, mais des bateaux qui brûlent, c'est pas si rare que ça. Les systèmes électriques sont parfois pas toujours bien entretenus. Ça peut arriver, c'est arrivé rarement. C'est un peu l'angoisse d'un port de plaisance, de voir un incendie démarrer. Vu la promiscuité entre les bateaux, ça va très très vite. Là, en l'occurrence, on a eu une chance énorme d'être en plein travaux et d'avoir eu à déplacer, je dirais 80% de la flotte de Dream Yacht Charter en milieu de semaine, puisqu'il fallait pouvoir accéder à ce ponton dit ponton K5, qui est le ponton professionnel, pour pouvoir implanter des pieux qui restaient implantés. Donc, si ce n'avait pas été le cas et si les bateaux n'avaient pas été déplacés, je pense que c'est pas 3 bateaux qui auraient pris feu, mais plus sincèrement une bonne quinzaine de bateaux qui auraient pu flamber, avec, compte tenu de l'importance des dégagements de fumée et de flammes, peut-être une propagation à d'autres bateaux sur la marina. Donc, quelque part, pour le port en tout cas, l'incident a été limité à ces bateaux parce que justement on avait déplacé les 3/4 de la flotte de Dream Yacht Charter. Alors Philippe Darasson, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque 2 de ces bateaux qui ont brûlé ont coulé en même temps, vous l'avez dit, ils sont posés sur la vase, il y en a un autre qui est encore à flot mais dans un état d'épave. Quelles sont les procédures maintenant, comment vont se dérouler les travaux pour dégager ces épaves ? Alors celui qui est encore à flot, l'incendie a été maîtrisé assez rapidement par les pompiers. Donc c'est essentiellement, je dirais, l'intérieur du bateau qui a brûlé, mais en revanche la coque apparemment semble en état correct et donc le bateau est déplaçable. Par contre, le problème va se poser pour sortir de l'eau les 2 épaves. La grosse difficulté qui risque d'apparaître, c'est que ces bateaux ont énormément souffert, puisqu'ils ont d'abord brûlé longtemps, ensuite ils ont été arrosés beaucoup, et ils ont fini par couler. C'était d'ailleurs des images assez dramatiques de voir un bateau qui petit à petit s'enfonce dans l'eau en flammes. Mais toujours est-il que la structure du bateau a énormément souffert. De ces bateaux ont énormément souffert, et donc maintenant les remettre à flot, c'est pas très compliqué, avec des systèmes de parachute et autres. Les plongeurs ont l'habitude de renflouer ces bateaux, le faire flotter, le temps de le déplacer, mais après pour le sortir de l'eau et donc le treuiller, ça risque d'être difficile parce que la structure ayant souffert, il risque de se démembrer complètement, avec peut-être là encore un risque de surpollution nouvelle qui puisse apparaître parce qu'on ne sait pas ce qui reste dans le bateau. Donc là, c'est plus directement l'affaire du port autonome, mais on travaille avec eux pour essayer de voir quelle serait la meilleure solution pour les sortir. Il y a une option qui se dessine, qui est peut-être celle de les faire flotter dès qu'on les aura renfloués jusqu'au quai des scientifiques pour les treuiller, si la coque résiste, ou pour éviter ça, éventuellement d'utiliser une rampe de mise à l'eau qui est sur le quai Jules Ferry, et qui permettrait peut-être là, à ce moment-là, de faire ripper les bateaux sans éventuellement les déstructurer complètement, quoi. Donc les épaves n'ont pas bougé, ça pose des problèmes de circulation dans le port, notamment pour aller sur ce quai. On sait qu'il est fréquenté par les pêcheurs professionnels, entre autres. Il va falloir mettre des mesures provisoires en place. Alors, il y a des mesures provisoires, bien sûr, de signalisation. Il y a d'ailleurs un barrage anti-pollution qui est toujours en place. Il n'y a pas réellement de navigation exactement à cet endroit-là.
là puisque les bateaux ont été contenus le plus proche possible du marché. L'idée étant d'éviter qu'ils puissent dériver pour partir justement mettre le feu à d'autres bateaux, notamment vers le ponton des pêcheurs ou vers les pilotes et les pilotines. Donc ils ont été contenus dans cette zone-là et a priori il n'y a pas de problème de navigation particulier qui puisse être lié à la présence de ces épaves. Mais il faut les sortir rapidement de toute évidence. Alors on sait qu'il y a des travaux en cours à Port-Moselle, notamment un allongement des pontons pour lesquels vous plantez de nouveaux pieux au fond de l'eau pour faire bref. Je sais que c'est pas le terme technique, mais ça revient à ça. Allez, c'est ça. Pour ça, vous avez une barge de 600 tonnes qui travaille, qui était à proximité de l'incendie. Est-ce qu'elle a été touchée et est-ce que cet incident va retarder les travaux de réaménagement de Port-Moselle? Alors fort heureusement non, elle n'a pas été touchée. C'est vrai que c'était à proximité, mais elle n'a pas été touchée, donc elle est tout à fait opérationnelle. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dès hier matin, elle a pu poursuivre ses travaux et implanter un pieu donc à proximité de l'endroit où elle était mouillée. Elle a été déplacée hier dans la journée pour planter aujourd'hui le dernier pieu qui reste à planter des dizaines de pieux qu'on a pu planter depuis le début des travaux. Donc on arrive à la fin de cette période-là. Donc cet incendie, pour être clair, n'a pas d'impact sur le chantier du tout. Et on est même ravis de voir que ce soit la fin de l'implantation des pieux parce que, comme vous le disiez, cette barge est gigantesque dans un port plein avec de la navigation, avec des bateaux assez conséquents. Quand le Marie-D se déplace, le Marie-D Seven avec la barge au milieu, ça reste quand même toujours un petit peu délicat. Donc on est content que cette phase se termine sans incident, avec je dirais une image qu'on a l'habitude de dire d'avoir un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, mais c'est un peu le cas. Et très franchement, donc mercredi, elle devrait donc quitter la zone de Port-Moselle pour laisser la place à partir de là à la phase qu'on attend un petit peu tous avec impatience, qui est donc le remplacement des pontons. Donc on doit normalement décommissionner dès la semaine prochaine le ponton B. Qui est donc le deuxième ponton en partant de la place de la Moselle, pour ensuite il est en cours d'assemblage, le nouveau ponton B, et le mettre en place donc à partir de milieu de semaine prochaine. Donc on rentre dans une démarche maintenant qu'on avait imaginé dès le début, de pouvoir petit à petit, ponton par ponton, déplacer des bateaux, enlever un ponton, mettre un nouveau ponton, etc. Donc tout ça reprend un rythme normal pour, espérons-le, une fin peut-être pas générale, mais en gros à 80% du port pour la fin de l'année, et puis une fin définitive, et notamment avec les pontons professionnels vers la fin du premier trimestre 2021. Donc ces travaux, c'est pas simplement un rallongement des pontons, ils seront plus longs, mais vous changez aussi les anciens. C'est tous les pontons qui seront refaits complètement. Absolument. Alors, on a pris cette option-là. On avait des travaux à faire sur les anciens pontons, notamment des travaux d'échange de flotteurs. C'est relativement délicat de les changer avec le port plein, donc on a fait un petit peu nos calculs, de se dire comment peut-on mettre du ponton neuf rallongé au bout de pontons existants qui ont déjà 30 ans. On avait peur un petit peu que les structures aient bougé, on a fait des expertises, mais tout ça nous a amené finalement à conclure que la Sodemo ayant encore par contrat 20 ans d'exploitation de ce port avec le port autonome, il était encore intéressant de remettre complètement à neuf. Donc là on repart sur du tout neuf ponton, flotteur, borne électrique, eau, etc. Donc tout est remis à neuf et rallongé, bien sûr, pour avoir 150 places supplémentaires. Alors évidemment, ça perturbe un peu la vie des bateaux qui sont à quai. Comment les propriétaires de ces bateaux réagissent? Ça se passe bien? Parce qu'il va falloir bouger les bateaux, les remettre, c'est un peu compliqué. Tout le monde est prévenu et tout le monde joue le jeu? Ouais. Alors, il y a deux catégories de clients. Il y a les clients, je dirais, qui ont leur bateau et qui s'en servent uniquement le week-end, et encore pas tous les week-ends, et qui sont, je dirais, peu impactés, et qui finalement, on voit pas beaucoup d'inconvénients à bouger leur bateau, si c'est le cas, quelques jours ou quelques semaines avant de les remettre à leur place. En revanche, c'est vrai que le problème se pose avec les résidents qui vivent à bord, et pour qui, forcément, les habitudes étant prises, pour certains depuis des dizaines d'années à cet emplacement-là, et ça, comme en plus on a modifié la configuration des places, il n'est pas forcément évident qu'ils puissent revenir exactement au même endroit. Donc c'est vrai qu'on essaie d'être assez proche d'eux. Ils ont relancé une association des usagers, des plaisanciers. Ça nous permet d'avoir un interlocuteur au niveau de la direction de la Sodemo pour pouvoir discuter avec eux des contraintes qu'ils vivent et de faire au mieux. Forcément, quand on part sur un projet comme ça, c'est jamais simple. Donc on essaie vraiment de faire au mieux et de leur trouver des solutions systématiquement. Philippe Darasson, au-delà de cet incendie, on sait qu'il y a de temps en temps des malveillances sur certains bateaux qui peuvent être visités. Comment est organisée la surveillance, la sécurité? C'est une préoccupation pour vous, Sodemo?
C'est une préoccupation permanente et qui est de plus en plus forte. Parce que tout le monde le sait, en matière de délinquance, la Calédonie se porte bien et on a de plus en plus d'exactions qui sont tentées dans nos ports. Donc on s'équipe, ils sont surveillés bien évidemment. D'ailleurs, en l'occurrence, il faut signaler l'intervention de la société de surveillance sur l'incendie en question, puisque c'est eux qui les premiers ont vu le départ de feu, ont permis d'alerter les pompiers. Mais au-delà de ça, on est en train d'équiper petit à petit tous nos ports de caméras de surveillance, ce qui nous a permis d'identifier d'ailleurs un vol sur un bateau à Port-Brunelay il y a une quinzaine de jours, ou la semaine dernière, pardon. Donc c'est souvent des petites choses, ces petites exactions, on rentre, on vole, on a des vols de moteurs, on a des vols d'annexes, etc. Donc la seule solution qu'on a pour l'instant qui pourrait sembler être la plus efficace, c'est de la surveillance physique et en même temps de la vidéo et de la télésurveillance pour avoir une intervention la plus rapide possible. Mais tout ça va pas sans rien, puisqu'il y a évidemment des notions de liberté individuelle qui rentrent en jeu. Donc on veut et à la fois être surveillé, mais en même temps pas être fliqué, comme on dit. Donc que la caméra, si elle peut être sur le bateau d'à côté, ça serait mieux que sur le sien. Donc tout ça, c'est des choses difficiles à mettre en œuvre, mais en tout cas, oui, c'est une vraie et une véritable difficulté qu'on rencontre et sur lesquelles on est attaché à trouver des solutions et on investit pas mal d'ailleurs dans les systèmes de surveillance. Philippe Darnasson, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François, bonne journée.